Bonsoir à tous. Nous allons lire ensemble un très beau livre qui s'appelle l'Anthologie illustrée de l'univers mystérieux. Introduction. Es-tu prêt à partir à l'aventure? En tournant les pages de ce livre, marche sur les traces des innombrables explorateurs, scientifiques et astronomes qui ont été fascinés par les grands mystères de l'univers. Notre voyage commencera sur notre planète Terre et ses merveilles, puis nous partirons dans l'espace où nous visiterons tour à tour les différentes planètes du système solaire avant de prendre notre envol pour les galaxies les plus lointaines. Tu vas découvrir les plus extraordinaires phénomènes du cosmos et comment les astronomes s'y prennent pour les étudier. Je ne te cache pas qu'il reste encore bien des mystères à résoudre. À présent, larguons les amarres. L'atmosphère terrestre. Notre atmosphère semble n'être qu'une fine couche de gaz qui entoure notre planète, mais c'est elle qui rend possible la vie sur Terre. C'est aussi dans l'atmosphère que se produisent de magnifiques phénomènes tels les météores et les aurores. Lorsqu'on regarde le ciel par une belle journée sans nuages, sa couleur est bleu azur. C'est parce que les gaz de l'atmosphère dispersent les ondes bleues contenues dans la lumière du soleil. Et à la nuit tombée, nous voyons les étoiles scintiller, car l'air se déplace dans l'atmosphère et perturbe le trajet de la lumière jusqu'à nos yeux. Notre atmosphère est principalement composée de nitrogène, mais aussi d'autres gaz en plus petite quantité, tels l'oxygène et le dioxyde de carbone. La Terre et l'atmosphère. Les nuages noctilumineux qui brillent la nuit ne sont visibles qu'au crépuscule. Le ciel nocturne. Il y a 400 ans, pour la première fois, les humains ont observé le ciel durant la nuit avec des télescopes. Chaque soir, quand la nuit tombe et que le ciel passe du bleu foncé au noir, le cosmos apparaît soudain devant nos yeux. Les étoiles scintillantes forment comme une toile de fond pour les planètes qui gravitent au-dessus de nos têtes. De temps à autre, une étoile filante traverse le ciel, tandis qu'au fil des nuits, la lune argentée croît et décroît. Aujourd'hui, les astronomes utilisent des télescopes puissants pour observer les régions les plus lointaines de l'univers, qui abritent des milliards de galaxies, chacune constituée d'innombrables étoiles. Peut-être que dans l'une d'elles, quelqu'un lève les yeux vers le ciel et s'émerveille, comme toi, de la magie des étoiles. Cette photo éblouissante a été prise dans le désert d'Atacama, au Chili. Les météores. As-tu déjà vu une étoile filante? Ces traînées de lumière se forment lorsqu'un grain de poussière cosmique, aussi petit qu'un
sable entrent dans notre atmosphère. Ces grains de poussière, disséminés dans tout le système solaire, peuvent voyager à une vitesse de 240 000 km à l'heure. Lorsqu'ils entrent dans notre atmosphère, ces grains de poussière compriment l'air, ce qui réchauffe le gaz devant eux. En une fraction de seconde, ils s'enflamment et se vaporisent, tout en continuant leur trajectoire à travers le ciel. C'est ce phénomène que nous appelons étoile filante, ou de son nom scientifique, météore. On parle de pluie de météores lorsque tous les météores proviennent de la même région. Cela se produit lorsque la Terre traverse un nuage de poussière laissé par une planète ou un astéroïde. Un météore brillant qui tombe lors des Géminides, pluie d'étoiles filantes qui survient chaque année en décembre. Les météorites. Parfois, ce n'est pas un grain de poussière qui traverse le ciel, mais un caillou assez gros pour traverser l'atmosphère sans se consumer entièrement. Lorsqu'un morceau de débris cosmique atterrit sur le sol, on l'appelle météorite. Il existe des météorites de toutes les formes. Certaines sont rocheuses, mais d'autres sont constituées essentiellement de métal, comme le fer ou le nickel. Pour en trouver, les scientifiques sillonnent régulièrement le désert ou d'autres régions isolées, comme l'Antarctique. Étudier la composition de ces objets lointains du système solaire leur fournit des informations cruciales sur la longue et mystérieuse histoire des planètes. Certaines météorites sont de petits éclats de lune ou de Mars. Cette météorite a été découverte dans le désert d'Atacama au Chili. Les aurores polaires. Souvent, lorsque le soir tombe sur les pôles, les voiles de lumière appelées aurores illuminent soudain le ciel nocturne. Parfois, elles ondulent puis explosent en rubans de couleurs vives. Dans l'hémisphère nord, on les appelle aurores boréales et dans l'hémisphère sud, aurores australes. Ces bandes lumineuses, qui sont essentiellement vertes et rouges, se créent lorsque le champ magnétique de la Terre, grâce au vent solaire, projette des particules électrisées dans notre atmosphère. Celles-ci ne deviennent visibles que lorsqu'elles tombent en pluie scintillante dans une zone particulière en forme d'anneau qui entoure les pôles. La couleur verte des aurores est due à la réaction de l'oxygène. En entrant en contact avec d'autres gaz, il s'illumine. Là on a les aurores boréales dans l'hémisphère nord et ici dans l'hémisphère sud, les aurores australes. La photo d'une aurore boréale prise depuis la Station spatiale internationale. Les constellations. As-tu déjà eu l'impression que les étoiles dans le ciel formaient des silhouettes reconnaissables? Comme toi, depuis des milliers d'années, dans tous les pays du monde, les astronomes ont identifié des formes qu'on appelle constellations. L'union
Union astronomique internationale, une association d'astronomes professionnels, en reconnaît 88. Il en existe de toutes sortes, objets, animaux ou même créatures mythiques. Les groupes d'étoiles qui ne constituent pas des constellations officielles, comme la Grande Ourse ou le Triangle d'été, s'appellent des astérismes. À cause de la rotation de la Terre autour du Soleil, on ne voit pas les mêmes constellations selon les saisons. C'est pourquoi les étoiles que l'on voit en été sont différentes de celles de l'hiver. La constellation d'Orion tient son nom d'un chasseur de la mythologie grecque. Et voici la constellation d'Orion. La Lune. Si par une belle nuit claire tu observes la Lune, sache que sa surface raconte une histoire longue de plusieurs milliards d'années. En effet, ces cratères sont des témoignages laissés par les innombrables astéroïdes et comètes qui se sont écrasés contre elle au cours de l'histoire du système solaire. Mais comment cette boule rocheuse s'est-elle retrouvée à graviter autour de la Terre ? Figure-toi que ce mystère intrigue encore aujourd'hui les scientifiques. Selon la théorie la plus répandue, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre, encore toute jeune, aurait heurté un corps immense. L'impact aurait été si violent que le corps aurait été détruit et d'énormes quantités de matériaux en fusion auraient été projetés dans l'espace. En s'agglutinant, les débris auraient refroidi. Ainsi serait née la Lune. Lorsque la Lune est la plus éloignée de la Terre, on pourrait loger 7 autres planètes dans l'intervalle. Là, la Terre, la Lune. Cette image montre la Lune en train de passer devant la zone ensoleillée de notre planète. Les phases de la Lune. Tu as sans doute remarqué que la Lune changeait sans cesse. Parfois, elle ressemble à une banane, d'autres fois à une assiette, et parfois elle prend des formes intermédiaires. On appelle ces formes changeantes les phases de la Lune. Ces phases viennent du fait que la Lune tourne en permanence autour de la Terre. Aussi, la surface qui reçoit la lumière du Soleil ne sont pas les mêmes nuit après nuit. La Lune tourne également sur elle-même, mais nous voyons toujours la même face parce qu'elle met autant de temps à tourner sur elle-même qu'à faire le tour de la Terre. Alors on a les différentes phases de la Lune. Le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibbeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier, le dernier croissant et la nouvelle Lune. La ligne qui sépare la zone éclairée de celle plongée dans l'ombre s'appelle le terminateur. Là on a la Lune qui tourne sur elle-même et qui tourne autour de la Terre simultanément. Les éclipses lunaires.
déjà remarqué que la lune prenait parfois une étonnante teinte rouge? La lune ne change pas réellement de couleur. C'est un effet d'optique causé par l'atmosphère et l'ombre de notre planète. Exceptionnellement, il arrive que la Terre, le Soleil et la Lune soient alignés de telle sorte que la Lune se retrouve plongée dans l'ombre de la Terre. Sa surface argentée s'obscurcit. Alors, et c'est ce phénomène qu'on appelle une éclipse lunaire totale. Cependant, bien qu'elle soit plongée dans l'ombre, la Lune ne disparaît pas complètement. Et c'est là que notre atmosphère entre en scène. Celle-ci filtre la lumière du Soleil et ne laisse repartir vers l'espace que les couleurs rouges. De plus, elle dévie cette lumière rouge qui se retrouve projetée dans l'ombre de notre planète, d'où cette lune cuivrée qu'on aperçoit dans le ciel. Une éclipse lunaire totale permet de voir certaines étoiles habituellement cachées par la lumière réfléchie sur la Lune. La pleine Lune prend une belle teinte rouge pendant une éclipse lunaire totale. Le clair de terre. Tout le monde sait que la Terre n'émet pas de lumière, et pourtant, quand on observe un mince croissant de lune, on s'attend à ce que le reste de la lune soit plongé dans le noir le plus complet, car aucun rayon de soleil n'atteint cette zone-là. Mais en l'observant plus attentivement, on s'aperçoit qu'elle est légèrement éclairée. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette lumière provient de notre planète. Ce phénomène s'appelle le clair de terre. Lorsque le soleil brille sur les nuages et les océans terrestres, ceci renvoie dans l'espace une partie de cette lumière qui atteint alors notre voisine la Lune. C'est le même processus, mais inversé, lorsque la Lune projette sa lumière argentée sur notre Terre. La lumière réfléchie par la Terre met environ 1,3 secondes pour voyager de notre planète à la Lune. Dans l'hémisphère nord, le clair de terre est plus prononcé au printemps. Les mers lunaires. Si tu avais observé la Lune il y a quelques milliards d'années, tu aurais assisté à un spectacle extraordinaire. Une pluie d'astéroïdes s'abattant sur la Lune, creusant d'immenses trous à sa surface. Avec le temps, ces gigantesques bassins se sont remplis de roches fondues provenant de l'intérieur de la Lune. Puis cette roche a refroidi et s'est solidifiée pour former de vastes plaines. Ce sont les zones gris sombres qu'on peut voir aujourd'hui. Les premiers astronomes les ont prises pour d'immenses étendues d'eau. C'est pourquoi ils les ont appelées mers lunaires. Mais c'est un nom trompeur, car aucune vague ne vient déferler sur les rives de ces mers-là. La surface de la Lune est recouverte d'une fine couche rocheuse à l'allure poudreuse, le régolithe. C'est en 1651 qu'un astronome italien, Giovanni Battista Riccioli, a donné aux différentes mers de la Lune leurs si jolis noms. La mer de la sérénité, la mer de la tranquillité, la mer des crises,
astronomes ont tourné vers la Lune les premiers télescopes inventés. Ils ont été fascinés par ce qu'ils ont découvert. D'immenses zones gris clair formant un paysage accidenté et criblé de trous. Nous savons aujourd'hui que ces trous sont des cratères creusés par les astéroïdes et les comètes qui ont heurté la Lune. Tycho est l'un des cratères les plus impressionnants. Lorsqu'il s'est formé, le choc a été si puissant qu'au centre, une partie de la roche s'est plissée pour former un pic. Avec un petit télescope, on peut même distinguer les débris éjectés hors de Tycho au moment de l'impact. Ce sont les lignes claires qui forment les rayons autour du cratère. Tycho est si vaste qu'il pourrait abriter Londres tout entier. Les scientifiques pensent que Tycho est relativement jeune, environ 100 milliards d'années, car il n'a pas encore été abîmé par d'autres impacts d'astéroïdes. Premier pas sur la Lune. Jusqu'à présent, seules 12 personnes ont marché sur la Lune. Le premier a été Neil Armstrong en 1969. Imagine ce qu'on doit ressentir en posant le pied dans un autre monde. Un monde où le ciel est complètement noir, où il n'y a ni air ni nuages et où l'horizon se détache très nettement. Un monde sans arbres ni aucune végétation, où le paysage rocheux et escarpé est recouvert d'une fine poussière gris sombre. C'est la scène qu'ont découverte les astronautes des missions Apollo, fin des années 1960, début des années 1970. Lors de ces expéditions, ils ont pris des photos, mené des expériences et ont même roulé sur la Lune avec un véhicule spatial appelé rover lunaire. Comme il n'y a ni vent ni eau liquide sur la Lune, rien n'est venu effacer les empreintes des astronautes qui sont restées intactes jusqu'à aujourd'hui. As-tu repéré les empreintes laissées par les astronautes? On en voit ici, là et là. Le soleil. Sais-tu que le soleil est une étoile, tout comme les innombrables points de lumière qu'on voit briller la nuit dans le ciel? Le soleil est même petit comparé à d'autres étoiles de la Voie lactée, mais c'est autour de lui que gravite notre famille de planètes, le système solaire, et c'est grâce à sa chaleur et à sa lumière que la vie est devenue possible sur Terre. La puissance du soleil vient des réactions qui se produisent à l'intérieur de son noyau, où, sous l'effet d'une température et d'une pression intense, la matière entre en fusion et s'agglomère. Ce phénomène dégage d'énormes quantités d'énergie qui traversent ensuite les différentes couches du soleil et qui font de lui cette boule de feu rayonnante qu'on aperçoit dans le ciel. Les astronomes pensent que le soleil vivra encore 5 milliards d'années. Là, nous avons les différentes couches du soleil, la couronne, la zone de convection, le noyau au centre et la zone de radiation.
Cette image est une compilation de 25 photos montrant l'activité du soleil pendant un an. Les taches solaires. Une seule tache solaire peut être plus grosse que la Terre entière. Là, on a le soleil, une tache solaire. La surface du soleil ne ressemble à aucune autre du système solaire. Depuis des milliards d'années, il connaît une ébullition constante, produisant une quantité phénoménale de chaleur et de lumière. Les astronomes appellent la surface du Soleil la photosphère. La température est d'environ 5400 degrés Celsius. Parfois, des champs magnétiques surgissent de l'intérieur du Soleil et font baisser sa température, formant des zones plus fraîches et plus sombres qu'on appelle taches solaires. Les plus grandes ont en général deux parties, un cœur sombre, l'ombre, et une ceinture extérieure plus claire, la pénombre. Leur durée de vie peut varier de quelques jours à plusieurs mois. Les taches solaires apparaissent parfois en groupe, comme ici, repéré par le télescope solaire suédois. Pluie sur le soleil. Vu de notre Terre, le soleil ressemble à une simple boule de feu. Mais des observatoires installés dans l'espace ont permis de révéler que sa surface, mais aussi son atmosphère, sont le théâtre de phénomènes incroyables. De temps en temps se produisent des éruptions formant d'immenses arcs de feu qui changent de forme en se déployant dans l'espace. On appelle ces éruptions des protubérances solaires. Elles sont composées d'un liquide brûlant, le plasma. Lorsque le plasma jaillit, il arrive qu'il trace des lignes de champs magnétiques dans l'atmosphère avant de retomber sur la surface du Soleil. Un phénomène connu sous le nom de pluie coronale. Il arrive que le Soleil projette de la matière vers la Terre, ce qui produit de magnifiques aurores. Là, on a le Soleil, et là, une protubérance solaire. Du plasma jaillit pour suivre les boules magnétiques avant de retomber à la surface. Les éclipses solaires totales. La brume blanche qui entoure la Lune pendant une éclipse solaire totale fait en réalité partie de l'atmosphère du Soleil qu'on appelle la couronne. Parfois, une partie de la Terre se retrouve dans l'ombre de la Lune. Lorsque cela se produit, les habitants qui se trouvent au centre de cette ombre font une expérience d'une éclipse solaire totale. En général, ce phénomène se produit tous les 2 ans environ. Lors de ces moments exceptionnels, la lumière baisse comme si c'était le soir. L'air fraîchit et les animaux se préparent pour la nuit. Peu après, une étrange lumière argentée tombe sur le paysage et pendant quelques instants, il fait nuit. Les rayons du soleil sont entièrement bloqués par le disque noir de la Lune. On appelle ce phénomène totalité lorsque l'ombre de la Lune se déplace, la totalité
réalité prend fin et la lumière du soleil revient peu à peu. Là on a la terre, la lune qui projette son ombre et le soleil. Cette éclipse solaire totale a eu lieu en 2016. Elle était visible dans presque toute l'Indonésie. On va s'arrêter là pour le moment. J'espère que cette lecture vous a plu. Je vous ferai la suite